le 2 il jouait pas, le 5 il jouait pas, en numéro de draft. Enfin, je suis allé voir, ils sont pas blessés, je comprends pas. Oui, moi aussi. Ils ont pas joué? Ils ont pas joué. Donc je sais pas, j'ai pas l'explication. Peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en a pas. Mais tu vois, par exemple, Neil Traynor, là, le talonneur, 0 minute. Jérôme Pantor, 0 minute. Et j'ai vu que mon chouchou, théorique était remplace-plat, Kaipo no Kayoshi là, à Free Jacks, il était remplaçant. Il est rentré à la 70e, donc bon, on peut pas vraiment se faire une idée, immense de son talent, quoi. Et ça tu vois, genre Jérôme Pantor, en plus, il a 26 ans, tu vois? Le mec, il est, ouais, il découvre pas le rugby, tu vois? Il est numéro 5 de la draft et bon, je pense qu'on peut en parler vite fait. Et sinon, à chaque match, j'ai fait un petit truc, tu sais, genre, l'homme du match, le tournant du match, les trucs comme ça, donc je me suis mis des notes, vite fait, mais je te suis surtout, voilà. Ouais, pardon. Bah, le site de la MLR, il a presque régressé. Je suis un peu déçu. Sur les stats et tout, il y a moins. Ah, moi, ça me dérange pas trop, ça va. Moi, je crois qu'il y a une bête dans ma maison. Non, mais ce sera pas une bête comme ça, c'est plus genre, une souris ou un lézard ou je sais pas. Heu, ouais, sauf s'ils sont 100 000, tu vois? Mais sinon, je suis pas inquiet. Ah,
La musique qui descend, ça veut dire évidemment que j'arrive. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Re-bienvenue dans le MLR Show. On recoupe cette superbe musique. Je pensais la changer, je ne l'ai pas fait évidemment, comme toujours. Mais c'est pas bien grave. L'essentiel évidemment, c'est la qualité des images, bien sûr. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Re-bienvenue après bien 3 semaines depuis la dernière émission. Les vacances, les maladies de certains, évidemment, ça fait que ma caméra n'est pas droite. Comme ça, comme ça. J'espère que vous allez bien. Hello Elsa, hello à Pamish, Yolachim, comme il vient de le dire dans le chat. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on vous a pas trop manqué pendant cette coupure. Évidemment, on a regardé avec délectation les semaines 2 et 3 de cette MLR et on avait hâte de reprendre les émissions, c'est chose faite avec cette 4e semaine. Et en plus, j'ai de la chance, puisque je ne suis pas tout seul ce soir. J'ai la chance d'avoir le grand, l'immense, le magnifique, le beau Pierre Amiche. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Ouais, j'ai mis mes habits de lumière, t-shirt premier prix de chez Kiabi, coupe de cheveux dégueulasse, voilà, vitesse de croisière. On est le 11 mars, mon ressenti corporel, c'est le 9 décembre. La saison va être longue, je pense. Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est ton premier de l'année. Ton premier Ouais, MLR Show c'est de le l'année. premier de la saison. Je Ouais, exactement. suis très content. Bah, moi aussi, mais ça s'était mal goupillé jusqu'à maintenant parce que bah, malheureusement, j'ai repris le rugby, donc les entraînements c'est le mardi et en plus pour ne pas, enfin pour, continuer dans cette droite lignée, j'étais malade. Je fais partie des gars qui ont été malades. Donc j'ai eu, un rhume qui a duré, environ 11 semaines. Je sais pas comment c'est possible. Franchement, j'ai pas d'explication rationnelle, peut-être pas un rhume, remarque, hein. Mais c'était long, de fou. Voilà, donc ça va mieux. Voilà, ça y est, C'est important. prêt pour le tour. S'il y a des médecins dans l'assistance, n'hésitez pas à donner vos conseils, évidemment. Ouais, donnez vos avis. Est-ce qu'avoir le rhume pendant 11 semaines, c'est normal ou c'est pas normal? N'hésitez pas, hein, vous Respirer votez par les normal, pas oreilles normal. est-il logique? N'hésitez pas à donner votre avis médical éclairé, évidemment, hein. Me dites pas: «Oui, oui, on le savait, de toute façon avec la taille de ta truffe». Non, restez cool. Bon, en tout cas, évidemment, tu as suivi, au-delà des émissions, je le sais, tu les regardes toutes, tu t'endors avec, je crois. Tu as suivi Bien bien sûr. sûr les résultats de ce début de saison, bien entendu. Pour Oui. vous redonner très rapidement, on va rentrer très vite dans le cœur du sujet, puisque un petit peu à la bourre, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, on en était à la 3e semaine, voilà où en était le classement. Google dit que ça va, dit Elsa. Voilà. Est-ce Parfait. qu'on croit Google? Plus que certains en tout Oui. cas. Oui, oui, c'est sûr. Merci Elsa. Donc voilà où on en était en conférence Est avant cette 4e semaine. Miami en tête devant Chicago, un peloton NOLA New England All Glory qui se tient en 1 point et Anthem avec 2 unités. Ça c'était pour la conférence Est. Pour la conférence Ouest, on avait le seul leader San Diego, dernière équipe invaincue avec Utah, 15 et 10 pour les 2 équipes, Houston au même nombre de points, puis Seattle, Los Angeles. Donc voilà où on était les forces en présence avant cette 4e semaine, avec un très très beau programme parce que, je vous le mets tout de suite, Miami-Chicago, donc les 2 leaders de la conférence Est, enfin les deux premiers. Il y avait un All Glory Anthem importantissime dans la course au playoff. Utah-Houston, donc entre les dauphins de San Diego qui accueillaient Los Angeles, et un superbe match, un remake de la finale, Seattle-New England. Là comme ça, mon Pierrot, quel match t'intéressait le plus? Il y en avait 2 qui m'intéressaient vachement. Bizarrement, Seattle-New England moins, parce que Seattle, on en a déjà parlé, a beaucoup tourné et c'est plus tout à fait la même équipe. Et puis, Alors on t'a perdu. Enfin, on n'a plus le son. T'as muté ton micro, mon Pamiche. c'est pas moi qui ai fait ça. Comment c'est possible? Vous m'entendez, ça y est? Oui, là je t'entends. OK, donc je reprends, très rapidement. Seattle, New England m'intéressait, mais moins que Miami, Chicago. Mais le vrai choc, c'était Utah, Houston, parce que Utah, évidemment, il y a une histoire très particulière avec le MLR Show, et Houston, parce que cette équipe, elle est très agaçante et on la déteste, mais elle produit un rugby très marqué. Voilà.
Ah, c'est clair que c'est très marqué, hein. Elsa qui nous dit le rhume l'a finalement emporté. La disparition de Pamiche. Mais Ah, c'est bon, j'ai remonté la pente, je vous dis, ça fait au moins 10 jours que je suis plus malade. Tout va bien. bon, Bon, c'est peut-être, tu sais, le petit regain avant de calancher, mais il normalement, c'est bon. il y a Normalement, je suis toujours, sauvé. il y a toujours un moment où ça va à nouveau mieux et où ça va, et puis après ça va moins bien. On va se lancer directement dans le premier match, on va aller voir, parce que le match qui a été le moins intéressant sur le papier, potentiellement l'un des plus déséquilibrés bien évidemment. C'est Old Glory Anthem, un match qui va démarrer bien plutôt bien pour les visiteurs. Charlotte qui est toujours à la recherche de sa première victoire avec d'abord une première pénalité et puis ensuite cet essai avec cette magnifique percée d'Ali Khan qui va trouver Junior Gaffa, rookie de l'année. Mais alors par contre, moi je suis désolé, cette passe, pour moi c'est un en avant, clair et net. Donc pour moi, cet essai n'aurait pas dû avoir lieu. Mais bon, bref, 10-0 pour Anthem. Old Glory va se retrouver à 14 et bizarrement va mieux jouer à 14. Alors c'est très laborieux, hein. C'est des actions à multiples temps de jeu dans les 22 mètres avec finalement un joueur qui réussit à percer. En l'occurrence, c'est Nick Grigg. Nick Grigg, on va le retrouver. Ce deuxième essai d'Old Glory, il est magnifique dans sa construction avec des ballons qui tombent, des ballons qui partent dans tous les sens, des mauvais plaquages et puis finalement une espèce de chistera de l'espace de la part de Nick Grigg qui va trouver McVeigh son demi de mêlée. Je vous l'ai mis au ralenti, c'est un miracle que cette balle arrive dans les mains du neuf. Mais Old Glory du coup prend les devants. Pas pour longtemps, demi-heure de jeu, l'accélération de Gaffa qui va décaler Connor Mooneyham qui vient déposer son vis-à-vis, essai en coin. Il y aura même un autre essai de la part d'Anthem juste avant la mi-temps. Et puis ça va être un petit peu un mano à mano jusqu'à malheureusement la 70e minute puisque Anthem va d'abord prendre un troisième essai puis ensuite il y aura ce dernier essai de la part de Logan Weidner pour Old Glory sur ce ballon qu'il va relever lui-même. Il va aller à l'essai. Le voilà, c'est l'essai de la victoire pour DC qui a galéré face à Anthem. C'est un succès qui est finalement très court. Anthem qui a raté une pénalité pour mener de 8 points. Ouais. De 11 points, pardon. C'est à 22-14 qui rate une pénalité pour mener de 11 points et qui derrière craque en fin de match, un petit peu comme d'habitude, on a envie de dire. Ils sont en train de se rapprocher quand même. Il y a eu la défaite d'un point contre Miami la semaine dernière. Là, tu perds à Old Glory de 4 points. Tu t'en rapproches. Et puis ils sont pas nuls. L'année dernière, ils faisaient vraiment des non-matchs toute la première partie de saison. Ils se faisaient éclater par tout le monde. Il y avait rien à sauver ou presque. Là, il y a des trucs qui se mettent en place. J'ai l'impression que cette équipe progresse vachement. Et puis ils jouent sans leur rookie. Alors ça, je comprends pas pourquoi. Parce qu'ils ont eu le premier choix de draft avec Storti qui a fait quelques apparitions, mais c'est bien le seul. Parce qu'ils avaient quand même le 1, 2 et 5e choix. Oui. Donc de quoi vraiment renforcer l'équipe à très court terme. Ils ont pris Storti qui est un joueur polyvalent, capable de jouer. Il joue centre, mais il peut jouer à l'aile, il peut jouer à l'arrière. Ils avaient pris Neil Traynor qui est un très bon talonneur. Et puis ils avaient pris Jérôme Pantor. Et Traynor et Pantor, ils ont 0 minute. Donc si vous avez l'explication, je la prends, mais c'est un peu dommage parce qu'au final, cette équipe, on sait que c'est un laboratoire pour les jeunes Américains. Et là, il y a des super jeunes Américains qui ne jouent pas du tout. Donc c'est peut-être là le seul bémol pour l'instant sur le début de saison de Anthem, parce qu'évidemment, ils ne gagnent pas, mais l'écart se comble vraiment et Old Glory, franchement, ils doivent perdre là. Ce match-là, Laubser, il est face au Perche, il y a un vent de fou. Je pense que sans le vent, Anthem, ils ont le scalp d'une très bonne équipe. Ouais. Parce que là, il y a un vent de dingo. Laubster, il l'attend, il est à 30 mètres face au Perche, mais en fait, son coup de pied part sur la droite, mais il n'est pas raté son coup de pied, c'est qu'il y a une rafale de dingue. D'ailleurs, même tout le résumé du match, si vous avez l'occasion d'aller le voir sur les réseaux après, le son, c'est genre tout le match, tu dis ah ouais, putain, On n'entend rien. c'est un peu particulier quand même. Donc voilà, c'est dommage pour eux. D'autant qu'ils ont une ligne de trois quarts intéressante là. Ils ont le rookie de l'année qui fait vraiment des super Junior trucs. Gaffa est très bon. Ouais. Ouais, et puis ils ont récupéré un des meilleurs joueurs des Dark Horse en troisième ligne. Donc honnêtement, c'est pas justice, je trouve cette défaite, elle est peut-être un peu en trompe-l'œil parce que le contenu du match, il faut pas s'enflammer, hein, mais il est vraiment encourageant, je trouve. Et Old Glory, par contre,
Alors deuxième victoire de la saison, ok, très bien, en 3 matchs, hein. Nouvelle victoire bonifiée, comme à Miami. Mais ouais, c'est laborieux. Enfin, c'est. Ils ont un bon joueur, pour moi. Enfin, ils ont quelques bons joueurs. Nick Grigg, il est vraiment pas mal. Tu vois, sur ce match-là, il est précieux. Corey Daniel, il est au-dessus du lot en troisième ligne, il est encore ultra présent. Ils ont une très bonne charnière, Oui. parce que Ethan McVay, je pense qu'il fait. Bon, ben voilà, d'après moi, il va devenir le numéro 9 titulaire de l'équipe des États-Unis, parce que c'est le joueur le plus rapide, complet, fait penser vaguement, évidemment, toute proportion gardée, à Baptiste Couillou, tu vois, dans cette capacité à prendre l'intervalle au ras et tout. Il franchit 3 fois dans le match. Et puis Jason Robertson, c'est quand même un joueur qui est pas tenté, quoi, qui a du talent, qui a de la qualité. Mais après, il n'y a pas grand chose. Vraiment, ils ont été dominés. Je trouve que Junior Gaffa a dominé la ligne de 3 quarts adverse, alors qu'il n'y avait pas vraiment de choix, quoi. Enfin, c'est pas normal. Voilà. Et quand tu vois que Makin Ali Khan, il est dominateur aussi en troisième ligne, bon, voilà, Le je suis problème, sceptique sur le Glory. le problème, ça va être encore, c'est ça, c'est de finir les matchs en fait. C'est jouer 80 minutes pour Anthem parce qu'en fin de match, ils sont totalement dépassés. Et ce qui est fou, c'est que, je le disais en début pendant le résumé, c'est que Old Glory est mené 10-0, se retrouve à 14 et inscrit 2 essais dans cette période-là. En début de deuxième période, ils en prennent encore un. Et ils remarquent encore leur 3e essai à ce moment-là. Donc c'est assez fou de se dire que c'est en période d'infériorité numérique que les mecs ont pris le dessus. Alors est-ce qu'il y a eu aussi un petit peu d'attentisme du côté d'Anthem? Est-ce qu'on n'a pas joué assez sur ce moment-là? Je sais pas. Mais Ouais, ils sont resserrés, All Glory, parce que avec ce vent, pour faire très caricatural, ils ont eu 70% de territoire, All Glory, parce qu'ils ont eu petit à petit dans le match une facilité supérieure à taper, à gagner le terrain grâce au vent et grâce au jeu au pied. Et Anthem a un peu explosé parce qu'eux, ils doivent remonter tous les ballons, ils n'ont pas cette qualité-là au pied. Ils ont pas énormément tapé, hein, All Glory, mais ils l'ont fait de manière très intelligente. Et en face, même si Cliven Lobser, c'est un bon joueur, il est c'est pas un immense animateur, quoi. Donc, bon, tu prends un peu tu dois faire beaucoup de choses pour gagner des mètres, alors qu'en face, ils en font un petit peu moins. Donc à la longue, bah, tu t'épuises, quoi. J'imagine qu'une partie de l'explication réside dans le fait qu'ils ont mieux géré ça. et un match avec beaucoup de pénalités, hein, d'ailleurs au passage, beaucoup de fautes, beaucoup d'indiscipline, hein. 25 pénalités, 13 pour Old Glory, 12 pour Anthem. Et ouais. Presque pas, et c'est pas le tiers du week-end, hein. Il y a des matchs. Non, non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ah là, Et venant d'équipes qui, sur le papier, sont pas censées faire ça en plus. Donc, non, très oui. clairement, il y a eu des trucs un peu sympas. On va passer au deuxième match de ce week-end. C'est évidemment ton match importantissime, face à mon équipe de l'Est en plus. Miami contre Chicago. Et là aussi, ça va très bien commencer pour l'équipe à l'extérieur, puisque c'est Chicago qui va marquer en premier. C'est Mac Jones, là aussi, un très bon joueur, un très bon troisième ligne dans cette MLR, qui va s'extraire dans les 22 mètres, pardon, et marqué. Il va y avoir la réaction de Miami avec ce diable d'Ardao qui vient casser les couilles. Qui vient casser les couilles de Mitch Short, qui derrière fait une passe à Inciarte. Donc ça fait 10 partout. Miami qui revient avec notamment la botte de Santiago Videla. Juste avant la pause, regardez, on est à la 40e et 23 secondes. Il y a cet essai en force de Chicago, pourtant qui avait été réduit à 14 avec l'essai de Flèche. Non, c'est après, c'est en deuxième période, pardon, que Chicago est réduit à 14. C'est là que Miami va passer devant, d'abord avec bien cet essai en force. C'est Mill qui va aller planter cet essai. Ils ont complètement ratiboisé cette défense de Chicago. 18-17, encore une fois, la botte de Videla. Et puis, bien, cette fin de match, par contre, avec tout d'abord cet essai de Boomer, c'est pas une insulte, c'est son nom. Qui vient là encore planter en force. Il y a pas mal d'essais en force, hein, sur ce week-end. Et puis ouais, ça, je voulais vous la montrer parce que Miami va dominer la fin de match. Et puis il y a cette remontée de balle de ces Jackson Zabirek, c'est un des tout nouveaux talonneurs de Chicago. Et Nate Augsburger m'en avait parlé
quand je l'avais eu en entretien. Et il remonte ce ballon, et puis quelques temps de jeu plus tard, quelques secondes plus tard, ça va amener à cet enchaînement. Et c'est Oli Devoto qui vient inscrire l'essai de la victoire, il vient assurer la victoire de Chicago, et qui vient surtout offrir le bonus offensif aux Hounds qui vont l'emporter 31-18 alors qu'ils avaient été menés 18-17 aux alentours de l'heure de jeu. Encore une très très belle perf de Chicago, 2 matchs à l'extérieur, 2 victoires. Ça devient très très solide, je sais pas ce que t'en penses. Matnock nous dit encore les fins de match de Miami. On n'a pas évoqué la fin de match de Miami contre Nola. Parce que celle-là, elle était incroyable aussi. Horrible. Horrible, d'autant que j'avais joué Miami sur 2 mois et il menait à 82e, quoi. Ouais, les fins de match de Miami, mais là, c'est surtout Chicago qui a des ressources intéressantes et puis qui a davantage de profondeur. Tu l'as dit, hein, Zabirek qui rentre. Moi, je le connaissais pas, je l'avais jamais vu jouer. Il avait fait des petits bouts de match par-ci par-là. Il fait 1m73, 100 kilos, il court comme un troisième ligne, il est puissant. Un peu plus tard dans le match, il refait une deuxième percée dans le même genre, moins longue, mais il arrive comme un centre, il prend plein axe. En plus, il a un profil intéressant. Il a découvert le rugby un poil sur le tard. Et quand il a fait son premier entraînement, premier jour, la première année, premier jour, premier entraînement, il dit moi, je vais être en équipe des États-Unis. Voilà. Et le truc, c'est qu'il va peut-être le faire. Tu vois, c'est ça Ouais. qui est dingue. Et après, moi, il y a eu un mec dans le match qui est quand même au-dessus du lot. On le savait avant qu'il joue même. Hein, c'est Oli Devoto, qui porte un nombre de ballons considérable, qui est la pierre angulaire des Hounds. Il avance à tous les ballons. On dirait que c'est un troisième ligne centre qui joue avec le 12 dans le dos. Il met des pètes, il avance. Et puis cette équipe de Chicago, elle est redoutable parce qu'elle est en confiance et parce qu'ils savent qu'ils peuvent péter tout le monde. Donc voilà, mon bébé Ardao aura pas de soucis. Il fait encore un match de fou. Et d'ailleurs, l'image, elle est marrante quand une Sierté l'urbain intérieur. Tu as l'impression que c'est une Sierté le troisième ligne et que c'est Ardao le 9, tu vois. Ils ont 15 centimètres d'écart. C'est assez marrant. Je vais vous le remettre parce que Donc, cet essai il est particulier, il est hyper stylé. ouais, Vraiment, le travail d'Ardao pour casser les couilles à short et le forcer à faire une mauvaise passe, c'est incroyable. Puis derrière, il continue son action, quoi. ouais, ben après, Short, il se trompe un peu parce qu'il veut mettre une vissée alors qu'il a un soutien juste à son extérieur, un 4, il a plus qu'à le lever. Et puis Ardao, avec son casque, il a vraiment une tête de boule de démolition. Oui. Et il est dur au mal, tu vois. C'est typiquement le genre de joueur. J'espère qu'il aura une chance en Europe. C'est pas une fin en soi de jouer en Europe, mais ce gars-là, je pense qu'il mérite un moment d'avoir sa chance pour jouer en Europe un tout petit peu. Même, tu vois, une saison ou deux en Pro D2, montrer qu'il a le niveau pour être. Quand tu vois ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, où il a été dominant sur certains matchs, alors que dans sa poule, il y avait la Nouvelle-Zélande et la France. Ouais, il a le niveau, quoi. Voilà. Mm. Alors qu'au Devoto, bah, lui, il a déjà fait sa carrière. Il est international anglais. Il Hop. va finir ici, tu vois. Pardon, j'ai ripé. Non, c'est pas grave. Voilà. Tout va bien. Chute Excusez-moi, de j'ai dit. Pierre Amiche. On n'en a pas parlé, mais le 10 titulaire de Chicago, et c'est aussi, tu parlais de la profondeur, c'est Chris Hildenbeck qui Ouais, était titulaire, qui a été très bon d'ailleurs face au Perche, qui a parfaitement aussi converti les opportunités qu'il a eues. C'est pas lui qui joue généralement, donc voilà, il y a vraiment cette profondeur et ce sont des joueurs voilà, qui font pas. Qui ont joué en Pro D2 voilà, et qui font pas forcément de grandes envolées, mais qui, sur un match de MLR, font la différence. Et vraiment, encore une fois, sur ce match-là, je vois dans cette équipe de Chicago une équipe un peu plus gestionnaire. On va pas forcément en touche. Parfois, on tape les pénalités, on rajoute 3 points. Et ce truc que j'avais déjà noté face à Houston, je l'ai un peu retrouvé face à Miami. Et je trouve ça hyper intéressant en vue de matchs qui seront éliminatoires quand on sera en playoff, parce que cette équipe de Chicago ira en playoff, c'est sûr. Oui, oui, bah, ça fait pas beaucoup de doute. En plus, ils sont en confiance, ils ont des résultats. L'année dernière, rappelle-toi, ils avaient connu une série horrible de 6 défaites consécutives, plus Ouais. de 6 victoires consécutives. Je crois que c'était ça les chiffres. Bon, là, j'ai pas l'impression que ce soit une équipe de série cette année. Ça va être une équipe qui va être assez constante dans ses performances. Et tant mieux pour eux parce que ils ont quand même des joueurs assez chouettes. Tu l'as dit, Ilsenbach qu'on connaît de Pro D2, Holiday Voto, ils ont le petit Zabirek, ils ont aussi Augsburger
peut-être l'ailier le plus talentueux du championnat, donc c'est cool pour eux et puis ils ont une identité plutôt sympa. Ça me dérange pas, c'est pas une équipe que tu as envie de détester, quoi. Vu les valeurs qu'ils mettent et le courage qu'ils ont, tu as envie de les aimer. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Zabirek qui est à bonne école, hein. On rappelle que le talonneur titulaire à Chicago, c'est Dylan Fawcett, le seul centurion en MLR et meilleur marqueur de l'histoire de la MLR. On le rappelle, hein. Il y a aussi Oxberger et Julian Dominguez qui sont dans les meilleurs marqueurs de l'histoire. Donc c'est Ouais, assez c'est une équipe qui a de phénoménal. l'expérience. Ouais, c'est ça, Ouais, il c'est y une a de équipe l'expérience. Alors que c'est la troisième saison, hein. On rappelle que Chicago a débarqué en 2023. Ils étaient d'ailleurs dans la conférence Ouest. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils étaient dans la conférence Ouest. C'est Chicago, hein, quand même. géographiquement. Géographiquement, ça se tient, je veux dire, Tout à c'est fait. à l'ouest, c'est à l'ouest du Pacifique, quoi. Enfin, Oui, c'est à voilà, c'est l'ouest de ça. la. C'est à l'ouest de New York, donc c'est bon. Ouais, c'est bon. Ils étaient conférence, ils ont fini dernier. D'ailleurs, ils ont battu Utah lors de leur dernier match, enfin de l'avant-dernière journée de saison régulière en 2023, ce qui a privé Utah des playoffs face à Houston. Et l'année dernière, ils se sont donc basculés dans la conférence Est puisque Atlanta est parti, a été remplacé par Los Angeles, enfin a été délocalisé à Los Angeles. Toronto a disparu, donc il y a eu la refonte. Et puis voilà, il y a eu cette troisième place de saison régulière, puis cette finale de conf où ils sont à deux doigts d'aller taper New England. Chicago, moi j'en mets mon finaliste à l'Est. Voilà. Je l'ai déjà dit, je le redis, pour moi Chicago sera finaliste à l'Est. On est à 4 matchs, hein, donc évidemment ça ne veut pas dire grand chose, mais ils sont allés gagner à Houston. Ils ont tapé New England de manière assez impressionnante. Pour moi, actuellement, je vois pas meilleur de ce côté-là. Bah, en plus, New England, on y reviendra, mais c'est pas un début de saison remarquable de ouf, quoi, tu vois. Nola, ils ont déjà pas mal montré de limites, même si c'est une équipe qui risque de monter en puissance. Miami, bah, ils se sont fait taper. Je suis assez d'accord sur le fait que la ligue est déséquilibrée parce qu'à l'Est, c'est pas de la faute de la ligue, mais à l'Est, c'est un peu moins solide sur le début de saison qu'à l'Ouest. À l'Ouest, tu as quand même 3 grosses équipes, je trouve. Et je suis d'accord avec toi, pour l'instant, Chicago à l'Est fait partie des 2 meilleurs et pas deuxième, quoi, voilà. On est d'accord. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce Miami-Chicago. N'hésitez pas évidemment, comme toujours, à poser vos questions, à réagir sur ce que vous voyez, à réagir sur les âneries que l'on peut dire. Pas Pierre Amiche. Pierre Amiche, il dit que Bien des choses sûr, vraies. Moi, j'ai bien souvenir sûr. d'après la C'est cool. victoire, d'après la défaite en Angleterre, qu'il avait annoncé qu'on allait gagner en Irlande. Je reviens, je passe aux 6 nations, je passe du coq à l'âne, mais cet homme sent le rugby tout simplement. Donc, je, Je pue le rugby, c'est ça le truc. c'est exactement. Tu pues le rugby. C'est tout ce qu'on peut dire. Allez, troisième match. Et là, on va passer de l'autre côté. On a fait les deux matchs 100% Est. On va passer de l'autre côté du coup des États-Unis. On va partir pour le premier derby de ce week-end, la Cali Cup. California Cup, San Diego, Los Angeles, un début de saison totalement différent, hein, diamétralement opposé, 15/15 pour San Diego, 2 défaites en 2 matchs pour Los Angeles. Pas mal de difficultés pour les Angelenos qui vont pourtant bien démarrer ce match. Ça démarre à chaque fois très bien pour les équipes à l'extérieur, vous le voyez sur ce début de semaine. Sosene Feagai qui inscrit cet essai en force, mais Los Angeles va avoir énormément d'indiscipline et ça va coûter très très cher à cette équipe. Vous voyez, ils sont à 14 à la demi-heure, ils prennent un premier essai en force, mais malgré tout ils vont s'accrocher, les Angelenos. Ils vont inscrire un deuxième essai avec Ed Timpson qui vient en force inscrire cet essai. Voilà, c'est validé par monsieur l'arbitre. San Diego qui va mettre énormément de temps malgré tout à se lancer, qui va repasser devant, puis ensuite ça va être au tour de Los Angeles de reprendre les commandes sur cet essai de Gonzalo Bertranu, le numéro 9 argentin évidemment. Et puis 21-17 en faveur de Los Angeles. Et là c'est véritablement le tournant. On est à la 58e, il y a cet essai de pénalité. Et je vais mettre une petite pause pour pouvoir... bon, si ça chicore un peu, c'est marrant à voir. Essai de pénalité. Et à ce moment-là, monsieur l'arbitre va sortir un jaune. Alors, c'est pas ce jaune-là que je veux évoquer. C'est un jaune pour... attends, je suis en train de rechercher. C'est Anstie qui vient prendre ce jaune. Et c'est lui qui avait pris le jaune en première période.
Donc du coup, eh bien LA, vous le voyez, se retrouve à 14 pour 20 minutes, puisque c'est pas un carton rouge définitif, c'est un carton rouge de 20 minutes avant remplacement. Et dans la foulée, 10 minutes plus tard, vous le voyez, ce jaune, il est pour Kunatani. Donc pendant 10 minutes, Los Angeles va se retrouver à 13 contre 15. Forcément, San Diego va appuyer là où ça fait mal, va faire parler la puissance de son pack et eh bien, va s'assurer le bonus à la 67e minute avec cet essai en force. On se dit que le match là, il est plié. Il y a plus 10, San Diego a le bonus, les Los Angeles est à 13. Et pourtant, eh bien, LA va marquer. C'est Timson qui va s'offrir un doublé, qui va nous faire espérer peut-être un exploit Los Angeles. Mais voilà, 76e, on va aller chercher Ryan James sur l'aile. Laisser, c'est son 4e de la saison déjà à Ryan James. Très très bon ailier du côté de San Diego qui vient terminer le travail Ouais, formidablement. une belle défense de merde hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Et puis là, Là, c'est il y a 1 contre 3 et il va marquer. Mais là, vraiment, et parce qu'il va très vite, Ryan James, c'est c'est tout. catastrophique. Quoi. Los Angeles qui a le bonus offensif, évidemment, qui peut s'offrir potentiellement le double bonus avec cette dernière pénalité. Vous avez vu les supporters de San Diego qui ont été fort fair play. Ça Ouais. passe pas du tout et on en termine là. 36-28 donc pour San Diego. Le Snapdragon Stadium est fort heureux. C'est encore un succès bonifié, c'est encore un succès, j'ai envie de dire. Alors là, il n'y a pas trop la manière quand même, mais c'est une équipe qui est très solide. Ils sont assez impressionnants et du coup, on va poser le premier débat de cette soirée. On est à 4 matchs joués pour San Diego. On est donc au quart de la saison régulière pour les Californiens, qui remportent d'ailleurs la Cali Cup au passage. Enfin non, ils la remportent pas, il y aura un match retour, je dis n'importe quoi. Euh, on est au quart de la saison régulière. Prennent un ascendant pour la qualité. Prennent un ascendant. Euh, Est-ce que San Diego est déjà qualifié pour les playoffs? Bah, franchement, je pense qu'ils ont fait, il leur faudrait 3 ou 4 victoires de plus pour être assurés vraiment mathématiquement. Mais oui, 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 je pense qu'ils ont fait le plus dur. Ils ont fait le plus dur parce que sur le papier, Los Angeles en début de saison, c'était une belle équipe. Oui. Euh, le recrutement est peut-être un des plus clinquants et San Diego, au contraire, avait perdu des grands noms. Matt Guito, Mahanonou et notre petit cochon à l'arrière. Mikey Théo, bien sûr. Bien sûr. C'était 3 gars qui étaient très importants dans le système et ils sont plus là. Pour autant, San Diego joue mieux, LA joue mal. Il joue pas très mal, mais joue mal. Et, et quand ton meilleur joueur à LA, c'est Rory Van Vugt, c'est ton arrière, c'est que tu es quand même pas très dominant, tu vois. En face, tu as des gars comme Poitvin, enfin, ils apportent plus, je trouve. Et puis, on t'en a parlé. C'est des gogoles de fou, elle est quoi. Tu prends 3 jaunes, dont un mec en prend 2, bah, enfin, ils ont joué à 13 pendant 10 minutes et à 14 pendant 20. Tu peux pas exister, c'est pas possible. Et après, San Diego, pour revenir à ta question, parce que je me suis un peu perdu dans ma réponse. Il n'y a pas Oui, de je mal. pense honnêtement, ils sont très forts. Enfin, je les trouve vraiment plus forts que l'année dernière. Oui. Je les trouve plus consistants et ils ont des recrues moins clinquantes. Ils n'ont pas de nounous, de machin, de trucs, mais ils ont que des gars qui avancent. Tu vois, quand tu prends des Lopetegui, même devant, ils ont pris un gars qui est très très fort, c'est Jed Holloway, que je trouvais. Je n'ai pas compris comment l'équipe d'Australie a pu se passer de lui. Tu sais, c'est un deuxième ligne, troisième ligne, très aérien, guerrier, histoire de fou. Première sélection avec l'équipe d'Australie, miraculeuse. Il n'était pas censé être là. Il dépanne, il fait un match de dingue, il chiale et tout. Enfin, histoire géniale. Et en fait, ils l'ont dégagé parce que sur le papier, peut-être qu'il a des moins bonnes d'attaque, des gars comme Nick Frost ou je sais pas, mais n'empêche que Jed Holloway, en MLR, il est dominant. Il a dû prendre 12 ballons dans les airs, enfin impressionnant quoi. Donc je trouve que San Diego, ils ont fait un gros boulot de rationalisation. Tu vois, ils ont changé de politique, ils font moins de stars, plus de joueurs et je trouve que c'est super et puis là, ils ont quelques bonnes pioches. En plus, ils ont un très bon 10 qui a joué, Lincoln McCutcheon, Oui. qui a fait un super. Donc voilà, oui, je pense qu'ils ont fait le plus dur. Ils n'ont pas fait le plus dur, mais ils ont largement les qualités. La question, elle est un peu,
elle m'invite à une autre, question, c'est, comment vont-ils faire pour ne pas se qualifier, tu vois? Je vois pas. Vu ce qu'ils font, vu ce qu'ils ont, ça fait pas de doute pour moi qu'ils seront qualifiés. Je vais juste rappeler pour ceux qui sont là le calendrier de San Diego. Avant de vous montrer les 5 prochains matchs, depuis le début de saison, ils ont battu Seattle à domicile, 40-26. Ils sont allés gagner 52-5 à Anthem. Ils sont allés gagner 26-10 à Old Glory. Et donc là, ils viennent de battre Los Angeles. Donc 4 succès avec le bonus, 2 à l'extérieur, 2 à domicile. C'était pas le plus gros calendrier de ces 4 premiers Non, matchs, c'est évident. Ils ont aussi profité de ce calendrier. Un Seattle qui a démarré très tranquillement sa saison, ah mais d'aller à Anthem. Seattle et LA, ils doivent être meilleurs, en fait. Mais après, voilà, c'est Ça, ça. c'est pas de C'est... la faute de Legends si les autres, ils sont nuls, tu vois? On est d'accord. Donc ils ont un calendrier légèrement favorable. Mais derrière, ils ont bien fait le taf, on est d'accord. Et alors voilà, les 5 prochains matchs, d'ailleurs, ils ne jouent pas ce week-end, ils sont exempts, donc ils vont regarder tranquillement dans le canapé les autres s'écharper. Les 5 matchs qui arrivent, ils vont être costauds, et c'est peut-être là qu'on va vraiment voir la qualité de cette équipe du Legend. Miami à domicile, le déplacement à Houston, l'accueil de Chicago, le déplacement à New England vont être peut-être pas capitaux évidemment, mais déjà on en saura vraiment beaucoup plus parce que Chicago voyage bien, New England va devoir se sortir les doigts, et puis Houston évidemment à domicile, et en plus est en train de prendre son rythme de croisière. Et puis il y aura le cinquième match, ce sera Utah à domicile, mais Utah pour l'instant a priori c'est quand même bien casse-couille. Donc voilà, ces 5 matchs, ils vont en dire certainement plus que ces 4 premiers peut-être. Bah, je suis entièrement d'accord. Surtout le passage, Houston-Chicago, ça va être un vrai, vrai test. Je pense que c'est la charnière de ta première partie de saison. Si tu passes ces 2 épreuves-là bien, tu peux gérer derrière. Tu vois? Tu peux te projeter sur les des playoffs, tu peux imaginer une rotation parce que tu veux aller chercher non plus une place de qualification, en fin de saison, mais voilà, tu sais que tu vas y aller, tu sais que tu dois gérer ton effectif, ça change tout. Ouais, voilà, San Diego qui est indéniablement, pour l'instant, la meilleure équipe, en tout cas comptablement la meilleure équipe de cette EMLR, qui trône en tête de la conférence Ouest et au bilan global également. Quatrième match de ce week-end, et justement ce sont les dauphins du Legend qui s'affrontaient, Utah et Houston. Bah, finalement il n'y a pas eu match dans cette partie, c'était hyper intéressant. Utah 100 points marqués en 2 matchs. On était assez intrigués face à Houston qui avait gagné ses 2 derniers matchs aussi, et bien en fait dès la 6e minute, la charge de McLean, offload, passe au contact, finition de Drew Wild, et ça fait premier essai tout simplement magnifique. Un petit peu de défense qui s'oublie évidemment du côté de Utah, mais derrière ça va très vite. Ce maillot décathlon de Houston, hein, maillot au plus Ah, simple possible. abominable, très très laid, ouais, c'est Houston, probablement, bah, on a ouais. la tier list. Ah oui, il est vilain. Vous avez vu, hein, là, cette espèce d'attentat de Tazi qui foudroie les Willa. Vous l'avez vu, hein, le plaquage, il n'est pas du tout réglementaire, ça aurait dû être carton, mais bon. Houston s'est amusé. Drew Wild, il tape un petit drop tranquille des 40 mètres avant d'aller s'offrir un doublé avant la mi-temps. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a vraiment pas eu de match véritablement. Superbe passe au passage, la petite Chistera, magnifique de la part de Renton. Et puis du côté de Utah, bah, ça va pas. On n'arrive pas à trouver Joe Mano. Voilà. Donc quand on n'arrive pas à trouver Joe Mano, bah, on n'a personne pour aller marquer. Et 27-5, 27-10. Et puis je vous mets l'essai du bonus pour Houston qui était pourtant à 14 à ce moment-là. C'est Tazi justement. L'arbitre a bien fait de s'écarter parce que l'autre, ça a l'air d'être une brute épaisse qui vient marquer cet essai qui permet à Houston de s'offrir le bonus offensif 37 à 17. Je suis passé très vite parce que vraiment pour le coup il n'y a pas eu match. Vraiment, Ouais, Houston a été au-dessus. Pourtant, quand on regarde les stats, bah, Utah fait pas un mauvais ouais, match. C'est juste que bah, j'ai non. l'impression que Houston est en train de redevenir le Houston. Bah, Houston, ils sont portés par des mecs, un peu anormaux, tu vois? Tu as Loris Van der Schijf là, le 12, bah, il est à l'origine des 10 premiers points, hein, celui qui fait le offload là, tu sais, en tombant et qui arrive à trouver du soutien, et puis sur une pénalité, il fait la diff tout seul, il avance sur 7 ou 8 mètres, il emporte tout. C'est un jeu très direct qui franchement va poser des problèmes à tout le monde. Ils réinventent pas le rugby, mais ils gagnent les duels, ils avancent, ils te pètent la bouche, c'est chiant. Et puis ils ont un joueur
tu l'as souligné, il met un doublé, un drop, c'est Drew Wild. C'est un des rares joueurs qui fait moins de 100 kilos à Houston. Donc il leur apporte de la vitesse, une dimension un peu différente. Mais honnêtement, Utah, ils font un bon match. Ils font un bon match. Tu as Tangelo Leula qui est vraiment un excellent joueur. Incroyable. Je Je m'attendais pas pense à que ça. Hein. D'Angelo Leoulia, c'est ah, incroyable. et en plus, il joue pas vraiment à son poste parce que c'est un 5-8e, mais moi je le trouve encore meilleur en 12. Et quand il jouait dans l'hémisphère sud, tu vois, il l'utilisait plus comme un perforateur qu'un créateur, et je le trouvais vraiment excellent. Et il accélère tout le temps, il fait des grosses différences physiques, techniques, enfin vraiment un super joueur. Tu as Jordan Traynor aussi, qui est très fort, vraiment, et qui est probablement meilleur que les autres joueurs de la MLR à son poste. C'est Il n'a pas été très, très loin de percer véritablement en Nouvelle-Zélande, donc tu t'imagines le talent du bonhomme. Et cette équipe de Utah, tu sais à qui elle me fait penser? Elle me fait penser à Chicago l'an dernier. Mhm. C'est-à-dire que cette capacité à casser les pieds à tout le monde, c'est super. Et en plus, tu ne l'as pas montré parce que les résumés, on ne va pas les faire durer 5 plombs, mais il marque l'essai du week-end. Une relance de 80 mètres exceptionnelle avec des passes après contact à Logan Crowley qui va marquer. Il y a Jordan Traynor qui arrive à le lancer, pas contact, ça va à 10 000. Mais qu'approche l'arbitre de la rencontre, elle refuse l'essai pour un en avant, mais honnêtement, peut-être il y a en avant, mais de 3 microns et demi, quoi, tu vois. Et ça tue le match un petit peu de Utah parce que c'est leur temps fort. Ils marquent un essai de fou. En marquant cet essai, ils reviennent clairement à portée de fusil de Houston. C'est avant de prendre l'essai du bonus. Je trouve que l'écart ne reflète pas le match. Et Utah, cette année, je les trouve bien plus consistants, cohérents et tout que l'année dernière. Vraiment, je les trouve bien. Voilà, je les trouve C'est le bien. jour et la nuit. Et en plus, c'est vraiment surprenant. On a parlé de San Diego là-dessus. Tu perds quasiment tous tes cadres. Tu perds ton meilleur joueur qui part aux Nouvelle-Zélande qui va disputer le Super Rugby. Donc rien que ça. Et puis finalement, bah, tu te retrouves à coller 45 points à Chicago là-bas, 55 à domicile contre Nola. C'est ouais, c'est monstrueux. Et vraiment, ce début de saison, Il y a il des est bons joueurs, impressionnant. hein. Il y a Bah, des bons joueurs, t'as vraiment. une troisième ligne, Frank Lokoro et Dylan Nell en troisième ligne, déjà, c'est très solide. Le recrutement a été loin d'être vilain. Pour le coup, je connaissais vraiment pas tous les joueurs, mais D'Angelo Leoulia, bah, très bonne pioche, indéniablement. Logan Crowley, ça Ouais. c'était une bonne pioche. Et puis Joe Liam Mano, Coltman aussi. Liam Coltman, bien Ouais. sûr. Joe Mano est revenu à Devant, son tu prends. niveau. T'as Nick Ben de l'autre Mm. côté, c'est pas mauvais aussi. T'as une équipe qui est très cohérente. Ouais, juste pour parce que c'est un poste que je connais. Liam Coltman, tu vois, quand il jouait à Lyon, très Mhm. bon joueur, gros défenseur. C'est tout ce qui est jeu au ras, vu que vous avez vu là, sur les résumés, il y a beaucoup d'essais qui sont marqués, soit sur des groupes pénétrants, soit sur les gars font 7, 8, 9 temps de jeu en zéro. Ben, avec un gars comme Coltman, déjà, tu sais que cette zone-là, elle est moins périlleuse parce qu'il fait 120 kilos, qu'il envoie les épaules dans tous les sens. Et puis là, c'est un vrai joueur de ballon, il est néo-zélandais, tu vois. Donc, c'est quand même un gars, Liam Coltman, il est international néo-zélandais. Je sais pas, je me rends pas compte, mais c'est comme si tu étais international américain au basket, quoi. Tu vois, C'est ça. t'es forcément un très bon joueur, quoi. Quel est le pendant de la MLR au basket? Quel champion? Waouh, putain. Ah, j'ai Bah, des. peut-être le champion. Ah, c'est possible. C'est possible. On va peut-être pas partir sur un débat basket. Je pense que ça n'irait pas très Et loin. Matt Prod, il demande si Traynor, c'est l'ancien Canadien de Van. Non, c'est Connor Traynor, l'ancien Canadien de Van. Là, c'est Jordan Traynor, qui est néo-zélandais, qui est un super joueur de rugby. Hein. Connor Traynor, je crois qu'en plus, il était gravement blessé, Connor Traynor. Jordan Traynor, il a 29 ans, je crois. Donc, il est plus tout jeune. Il est passé par les Blues, par Auckland. Et il a même été moins de 20 en Nouvelle-Zélande. Donc, super joueur, mais après il s'est un peu perdu et je ne sais pas pourquoi. J'ai pas l'explication peut-être une blessure ou comment il s'est retrouvé des Blues à Los Angeles Giltinis, tu vois? Je sais pas. On lui posera la question. On l'invitera. On lui posera la question.
Why do you lost you between Auckland Blues and Guiltiness? What do you want? You want I go back to my plane and go back to France? C'était un match important parce qu'on a digressé sur Utah, mais c'est très intéressant d'ailleurs. Mais ce Utah-Houston, c'était un match important. C'était le 100e match en MLR des Sabercats. Voilà, 100e match de l'histoire de Major League Rugby pour les Chats-Sabres. 3e équipe à atteindre ce total derrière Seattle et San Diego. J'ai d'ailleurs le petit top 5 des équipes les plus capées en MLR. Alors pas que équipe, puisque il y a un intrus dans ce classement, puisque Seattle est à 108, San Diego 104, et puis Dylan Fawcett est à 101. Voilà, donc le mec a plus de matchs en MLR que quasiment toutes les équipes. Alors évidemment, il y a des équipes qui ont disparu très vite, d'autres qui viennent d'arriver, donc forcément c'est comme ça. Mais voilà, Dylan Fawcett est à 101 matchs, Houston est à 100, et la prochaine équipe qui atteindra ce total, c'est Utah, et Nola est à 96, si je dis pas de bêtises. Donc on va avoir des matchs un petit peu historiques dans les prochaines semaines, et stats inutiles, mais stats quand même. Et j'ai hâte je sais pas si tu l'as vu passer, Pierre Amiche. Houston est la 3e équipe donc à disputer 100 matchs en MLR. C'est la première à gagner ce match. Voilà. San Diego Ok. et Seattle avaient perdu leur 100e match. Ah ok, ouais, bah, ça c'est une bonne stat, ça j'aime bien. Et juste si les rares suicidaires qui viennent nous suivre à 20h50 pour parler de rugby américain le savent pas encore, Houston, c'est une des rares équipes qui est propriétaire de son stade, qui a tout organisé, qui est structuré pour être dans la durée. Donc, sauf cataclysme, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là de par des mécènes, qui mettent de l'argent et quelques millions de dollars. Là, c'est pas le cas pour Houston, qui structure différemment sa politique. Et donc, non seulement ils en sont déjà à 100, mais il y a moyen qu'ils survivent un peu plus longtemps que Dallas, par exemple, tu vois. Ouais, Dallas, Même, on espère revoir en 2026. C'est pas mort. Ouais. Les Chacos ne sont pas morts, mais Oui, bon. oui. Ils sont pas bien, quoi. Non. Tu parlais de Je suis mécène. fatigué, là. Feu Toronto, dont le mécène est décédé, et du coup, du jour au lendemain, la franchise a mis la clé sous la porte. C'est les aléas malheureusement de cette MLR qui en est sa 8e saison. Il y en a une qui n'est pas allée au bout, c'était Covid 2020 bien sûr. Et du coup, voilà, ça va, ça vient. C'est en train de se structurer petit à petit. On espère que ça va se pérenniser. Ça va mieux que le championnat précédent, qui avait très vite coulé. Là aussi, dans cet extrait qu'on a sorti sur les réseaux sociaux de l'entretien qu'on avait avec Nate Augsburger, il nous le disait que quand le téléphone a sonné et que la MLR s'est montée et que lui a eu sa chance à San Diego, il disait moi j'y croyais pas du tout parce que le projet précédent avait totalement foiré. J'y suis allé parce que le rugby c'est ma passion, machin. Et puis bon depuis le mec a joué 2 finales. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal. On va aller sur le dernier match. Il y a tellement de choses à dire sur ce dernier match. Il est 20h50 d'ailleurs. Bientôt en plus il y a Liverpool PSG. Alors les quelques-uns qui sont là, je pense on va bâcher. Ouais. On va aller très très vite. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Seattle, Free Jacks, le derby du café qui va démarrer bien très très vite. 6e minute, le super travail de Simon Peter Toleafoa, petit numéro. Et premier essai très très sympa. Premier essai pour New England qui est transformé. C'est un début de match cauchemar pour Seattle qui se fait littéralement marcher dessus. Un deuxième essai auprès. 14-0. Ils vont réagir bien comme toujours en puissance. C'est Cameron Orr qui va inscrire l'essai, je vous le promets. Voilà, le numéro 1, le pilier gauche, qui va être très très présent dans ce match. Mais vous allez voir, New England joue. Fait de très très belles choses, notamment là ce petit coup de pied de Potrose, il est parfait dans la course. Et Brock Webster qui va laisser échapper ce ballon. Malheureusement, c'était une balle de 3 essais à 1 pour New England. Ça va relancer un petit peu cette équipe de Seattle avec le super travail de footy qui va trouver Cameron Orr, le doublé. Seattle revient donc à 14-10 parce que cet essai n'est pas transformé. Je vous remets là, Jason Potrose il a perdu 3 reins là sur le crochet. Et bon, on arrive au moment fatidique. Je vous mets pause. Vous voyez le score, 17-10. Donc l'essai n'a pas été transformé.
Oui, il joue sur un terrain de foot, Elsa. Oui, le soccer plex machin, je sais plus comment il s'appelle, le stade de Seattle, sert aussi pour du soccer. Parce que je crois que c'est dans une université, ce stade. Et du coup, Starfire Stadium. le Starfire, j'ai dit soccerplex, c'est Chicago, je crois, qui joue au soccerplex. Donc, Ouais, bon, non, mais là, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est des lignes partout, c'est dégueulasse, c'est illisible. Bon. la palme, ça reste New England avec les lignes de lacrosse aussi. Hein. Ouais, bon, là, c'est le seul endroit où je suis content que Dallas ne soit plus là non plus. Hein. Parce que Ça Dallas, c'était serait ignoble. abominable. Enfin, vraiment, c'était les terrains horribles de foot US. Ils n'avaient pas refait de ligne. Il y avait même un endroit du terrain que tu ne pouvais pas voir parce que les caméras ne tournaient pas dans la tribune. Bon, Ouais, oui, puis et- je sais pas si c'était les caméras utilisées ou le gazon, mais il ressortait très très clair, presque blanc, ouais. pas vert. Donc je sais pas quel. Non, ouais, c'est pas bien. Non, Dallas, pas bien. pas bien du tout, on est d'accord. Donc on est peu avant la demi-heure, vous le voyez. 17-10 donc pour New England qui a rajouté 3 points par la botte de Potrose. Ça, c'est les gestionnaires de New England, bien évidemment. Alors qu'en face, Fouché, il a loupé les 2 premières transfos. On est donc sur le renvoi de la pénalité. Toliafoa qui vient dégueuler le ballon salement et Divan Rousseau pour laisser. Ça va être checké à la vidéo parce que est-ce qu'il y a eu un en avant ou pas. Mais regardez, non, il fait ça tout seul. Comme un. Alors il est plaqué aussi, hein, mais la prise de balle, elle est moyenne. La transformation, ça ne passe pas, bien évidemment. Donc 17-15, New England mène toujours. Le renvoi est effectué par Potrose. Divan Rousseau, pan! Superbe contrôle. Toliafoa qui prend la balle, qui vient casser 2-3 plaquages, des air plaquages, et essai. Voilà. Superbe séquence de rugby champagne avec Divan Rousseau et Toliafoa qui s'offrent des petits cadeaux, comme ça. Voilà, c'est gentil. Tout ça nous amène en deuxième période. Vous voyez que Seattle a déjà le bonus puisqu'ils remettent un essai après. 24-22 pour New England. La pénalité pour passer devant, ça passe pas. Décidément, c'est très compliqué pour cette équipe de Seattle qui a marqué par Mika Kruse. New England est dominé, mais New England va avoir cette balle peut-être de match avec cette immense possibilité, cette course magnifique, mais qui n'ira pas au bout. Coastland qui ne trouve pas son partenaire. Super coup de pied au passage de Dewey Donald, pilier gauche remplaçant. Et puis 79e, le ballon pour Malacide qui va aller casser les rêves de New England avec cet essai. 78 et 54 secondes. L'essai, il est marqué à ce moment-là. Ça veut dire que Seattle a mené l'espace de 64 secondes dans ce match grâce à cet essai de Malachi Esdale en bout de ligne, l'exploit individuel. Et du coup, la victoire 27-24 pour Seattle sur le gong. On a envie de dire presque incroyable vu le scénario. Mais on va aller peut-être plus loin que le résultat brut, mon cher Pierrot. Il y a tellement de choses à dire sur ce match. Ouais, alors je vais pas te cacher que c'est le match que moi, j'ai le moins suivi. Le seul truc que je peux affirmer sans trembler, c'est que c'était pas la fête de la défense quand même des deux côtés. Pas spécialement. Euh, c'est un peu la marque de fabrique pourtant de New England, d'avoir une grosse défense, une troisième ligne ultra active et tout. Tu vois, enfin, c'est comme ça que je le vois, mais pour moi, ils ont la meilleure troisième ligne de tout le championnat avec Geronimo Vara et William Conradi qui sont là, qui sont largement au-dessus du lot. Et puis mon petit chouchou qui, qui est le rookie Kaipono Kayoshi qui a pas beaucoup joué, mais normalement sur le papier ça devrait être une de leurs forces. Et, et Seattle, je les trouve décevants Oui. par rapport à l'équipe que j'ai vraiment aimé l'année dernière. Là, je les trouve pas terribles. Donc voilà, c'était un match même s'il y avait de l'enjeu, tout ça, ça m'a pas trop intéressé. Donc, Rémi, je veux pas te laisser dans la merde, hein, mais c'est le match que j'ai peu d'intérêt pour ce match, alors que peut-être que ce sera un champion, hein, une des 2 équipes sera championne, mais j'y crois pas du tout. Eh J'ai l'impression bien, qu'il leur manque. fin de l'émission, du coup, sur ce. Fin de l'analyse. Non, bien Ouais, sûr. voilà, moi Non, mais au-delà de la séquence gag, parce que c'est quand même phénoménal que tu es sur un renvoi, tu prennes un essai gag et que dans la foulée, tu en offres un. Enfin, je veux dire, c'est inconcevable. En plus, on a les 2 mêmes acteurs, hein, vraiment, c'est un truc de fou. ouais.
ça prouve bien qu'on a deux équipes qui sont en difficulté, qui défensivement sont pas trop là. Et moi j'ai quand même envie de dire, bah j'ai envie de pointer du doigt en priorité New England. Le début de saison de New England, il est très compliqué. Alors, est-ce qu'on a un début de crise parce qu'on parle du double champion en titre? Regardez, ils sont allés gagner à Los Angeles à la première journée, ils ont même pris le bonus offensif. Derrière, ils ont pris une pilule à Chicago 36-7. Ils n'ont pas existé de tout le match. Et le match, pour le coup, celui-là, je l'ai vu. Ils n'ont pas touché un crayon. Seattle, ils sont à deux doigts de gagner, mais bon, finalement, ils partent avec le bonus défensif. Oui, il y avait ces 3 matchs à l'extérieur, mais New England, l'année dernière, ils étaient justement solides, ils avaient cette solidité, etc. Et même face à un Seattle pas très bon, bah tu vas perdre. Los Angeles, bah, depuis le début de la saison, finalement, c'est décevant. Et finalement, c'est leur défaite quasiment la moins large. Donc, c'est leur défaite la moins large d'ailleurs. Donc, du coup, ça en dit peut-être plus sur New England que sur Los Angeles encore. Début de crise, peut-être pas. Je vais peut-être un petit peu loin, mais ça commence à être un petit peu flippant, non? Bah, le contenu, il est plus rassurant sur ce match-là face à Seattle que face à Chicago, où bah, il s'était fait éclater. Euh, Là, au final, tu l'as dit, Seattle, c'est un braco, tu vois, ils doivent pas gagner. Et au final, ils s'en sortent bien à la 79e. Donc, comptablement, c'est triste pour, enfin, c'est triste pour les New England Free Jacks, mais je trouve qu'ils sont à leur place, en fait, pour l'instant. Après, ils vont monter en puissance, j'imagine, comme souvent. En plus, là, j'ai pas l'impression, il faudrait que j'aille voir, mais j'ai pas l'impression qu'ils jouent avec tous leurs joueurs euh, titulaires habituels, tu vois. Koroy Douadoua, le Fidjien, j'ai pas l'impression qu'ils jouent. Toute leur armada canadienne, là, que ce soit Case, Larsen, tout ça, je sais pas où ils sont. Donc, Quatrine est titulaire au talon généralement, mais Corey Dodois, je crois qu'il était sur le banc contre Seattle, si je dis pas de bêtises. non, il a démarré. Ah non, tu vois, je regarde, il a Ah, il démarré, mais démarre, pardon. franchement, je peux pas t'expliquer pourquoi, tu vois, Kyle Bailey ou Josh Larsen, ils sont pas là, ou Van Dasdalesen. J'ai l'impression que cette équipe, elle est pas encore à 100%. Donc, bon, je me gourre peut-être. Je t'avoue que je peux pas t'expliquer pourquoi ça marche pas bien. Est-ce que c'est parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils ont pas de chat? J'en sais rien. Voilà. J'ai envie de croire qu'elle va monter en puissance et en plus, s'ils se qualifient pour les playoffs, ce qui est une possibilité largement à leur portée, ils vont être chiants quand même, tu vois. Tu sais qu'ils vont être redoutables. Donc, je suis pas encore inquiet pour eux, mais s'ils gagnent aucun match, jamais, ben oui, là, je vais commencer à m'inquiéter quand même. J'y crois encore. Oui, enfin, monsieur, il reste 2 matchs. Vous avez 163 points de retard sur la qualification. Non, mais je crois. Non, mais vous inquiétez pas. Balikana va revenir et tout va, tout va aller mieux. Les 5 prochains matchs de New England, justement, ils avaient ce début de saison particulier avec 3 matchs d'affilée à l'extérieur. Ils en ont d'ailleurs encore 2 très rapidement. Accueil de Nola. Donc là, c'est le match importantissime du week-end pour les deux équipes parce qu'elles sont en difficulté toutes les deux. Nola ne jouait pas ce week-end, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les 2 derniers matchs du Gold. Déplacement à Glory, déplacement à Utah, donc ça va pas être des déplacements faciles vu les circonstances, surtout à Utah. Puis après, ce sera Miami à domicile avant San Diego qui viendra dans le Massachusetts. Là aussi, c'est comme San Diego. On va peut-être pouvoir évidemment avoir un peu plus de réponses après ces 5 matchs-là. En plus, San Diego en a joué 4, New England en a joué que 3, donc évidemment, ça fait la diff. Mais c'est vrai que c'est un départ poussif. Évidemment, quand je dis début de crise, je suis un petit peu, je fais mon merdia de base. Mais voilà, je On va pense en qu'il faut se savoir poser la plus question. après les 2 déplacements à Old Glory et à Utah, parce que là, ça arrive plus tard dans la saison. Et donc, si tu te prends 2 branlées, tes chances d'être champion, c'est pas que mathématiquement ça remet quoi que ce soit en question, c'est juste que tu laisses un ascendant psychologique énorme à des adversaires directs. Et donc là, bon, bah, Moi, je maintiens. De toute voilà. façon, Chicago sera finaliste du championnat pour gagner la conférence Est. Mais c'est vrai qu'après, tu l'as dit, de toute façon, il y a une équipe qui sera pas en playoff, on le sait, c'est Anthem. Donc derrière, tu as 5 équipes qui jouent 4 places, comme à l'Est, Ouais, voilà. comme à l'Ouest d'ailleurs. Donc même en étant nul maintenant, si tu gagnes 3-4 matchs au bout d'un moment,
Bah, tu vas aller en playoff et après, c'est des matchs C'est plus éliminatoires. dur de pas être en playoff que d'y être cette année. Oui, totalement. Donc, ouais. Sauf s'il se suicide, tu vois? Ce qui me paraît complètement fou. Je ne vois pas cette équipe-là, même je les trouve meilleurs que Old Glory. Je les trouve plus redoutables et consistants que Miami et peut-être un peu au-dessus de Nola. Donc honnêtement, avoir un bilan de 1-0-2 après 3 journées, c'est pas catastrophique et puis le contenu est plus rassurant que, le 1-0-2 de Nola, tu vois? Qui m'inquiète un peu plus. Ouais, oui, 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 je suis bien d'accord avec toi. Nola est peut-être l'équipe la plus décevante dans les gros depuis le début de saison. Nola à l'est et Seattle à Seattle, l'ouest. ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, euh, c'est totalement. c'est ça. Allez, on vous remontre tous les résultats donc de cette quatrième semaine. Les succès à l'extérieur de Chicago et de Houston, bonifiés les deux à Miami et à Utah. Le succès triqué de l'Old Glory contre Anthem. Le premier succès attendra, ça fait 0 sur 20 pour l'instant pour Anthem. La victoire sur le gong, ouais. C'est cruel, Il a tout mais raté. Il a eu 0 sur. Ah, mais 27-24 pour Seattle face à New England, qui remporte donc le derby du café. Et celui-là, par contre, il est gagné puisqu'il n'y aura pas de New England-Seattle. Et la Cali Cup, dans la première manche, a été remportée par le Legion 36-28 face à Los Angeles. Au classement, bah, ça nous donne quoi? Parce que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que Chicago prend les commandes de la conférence Est avec 15 points, 3 succès, une défaite. 4 points d'avance sur Miami, 5 sur Old Glory. Donc en plus, leurs adversaires directs actuellement aux Hounds, ce sont deux équipes qui sont intrinsèquement en dessous. Nola et New England sont à 6 points, Anthem à 3. Donc pour l'instant, Anthem est à moins d'une victoire des playoffs. C'est assez incroyable. Bon, évidemment, Nola et New England, vous le voyez, ont un match en moins comme Old Glory. Donc c'est évidemment pas du tout parlant. Du côté de la conférence Ouest, bah, y a une équipe qui est en train de s'envoler, c'est San Diego avec 20 points. Là aussi, Houston est pas si loin avec 15, mais une défaite donc en plus. Utah 10 points, 7 pour Seattle. Et Los Angeles, on n'en a pas parlé, on a parlé de San Diego, on a parlé de New England, mais Los Angeles, on en a parlé rapidement, ouais, ça 4. commence, ça commence à être inquiétant. T'es à 4 points de Seattle, t'es à 7 de Utah avec autant de matchs joués. Va falloir En fait, rapidement. les résultats, ils C'est- sont cata. Ils sont pas nuls, mais ils sont à 0-3 et donc ça commence à chiffrer, Et en tu fait, vois? Et ouais, c'est ça. Et je me souviens de ce qu'on s'était dit quand on avait fait la preview de la conférence Ouest. Les 5 premiers matchs de Los Angeles étaient très compliqués. Et il y avait un monde où ils étaient à 0 sur 5 après les 5 premiers matchs. Pour l'instant, c'est bien parti. J'avais d'ailleurs dit ça pour New England. Pour l'instant, on est à 1 sur 3. Donc, c'est peut-être que moi aussi, je sens le rugby. tu pues le rugby, Rémi. C'est vrai. Tu le sens d'ici, je pense. Je- Très rapidement, le programme de ce week-end, 4 matchs seulement au programme, ça permettra de ne pas te faire de gros écarts sur le classement, sur le championnat des pronos, hein, qui est très très serré. Chicago, Old Glory, donc en plus Chicago qui là a une vraie possibilité, on est d'accord Ouais. mon Pamiche, de prendre le large. Le New England Nola qui est déjà méga, hyper, Le giga Fouettico. important, très très important. Le Miami Utah, Mmh. qui va être très intéressant à suivre. Miami, c'est déjà un quatrième match à la maison. Faut pas se louper. Et puis Los Angeles-Seattle. Los Angeles pour essayer de revenir à minima à hauteur de Seattle et lancer la machine. Et Seattle pour essayer de confirmer. Quel est le match là comme ça qui t'attire le plus? Quel est le match le plus important selon toi? Le match le plus important pour moi, c'est New England-Nola parce que celui qui perd, il se met dans la merde et le match qui m'excite le plus, c'est Miami-Utah parce que les 2 équipes jouent vraiment bien au rugby. Eh bien, c'est noté, c'est noté. Et moi, je suis assez d'accord. Le Miami-Utah me fait pas mal de l'œil. Je vous montre très rapidement, avant de partir, le 15 de la semaine avec Cameron Orr, Nelligan et Kofi qui sont au pilier, Elou et Den Hutt en deuxième ligne, Timson, Tuifua, Corey Daniel en troisième. Corey Daniel est toujours là, bien évidemment. Et Et puis, bien sûr. évidemment. Et puis du côté des lignes arrières, Inciarte, Kutzer à la charnière, Augsburger et Toleafoa sur les ailes, même s'ils ont mis des votos sur l'aile, avec Nick Grigg au centre et Drew Wild en arrière. Elle a de la gueule cette ligne arrière de la semaine. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien.
Inciarte, j'aime beaucoup. Nick Grieg, bon match. Devoto, pas mal. Drew Wild, bah, ça a été le meilleur joueur sur la pelouse pour Houston. Ouais, c'est pas mal. Et puis en troisième ligne, on n'en parle pas, mais Sam Tuifua, pas mal du tout aussi. Hein. Ouais, c'était déjà très bon l'année dernière à Dallas. Il s'est parfaitement fondu dans le collectif de Houston. Il est très solide. Ah, très bon. Bon joueur. Bon joueur. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette 4e semaine de MLR. On est de retour et c'est reparti jusqu'à juin. Du coup, tous les mardis soirs, évidemment, 20h sur Twitch avec ce MLR Show. Merci, mon Pamiche, d'avoir été là. À la semaine prochaine ou en tout cas à très vite, évidemment. Bien entendu, pour ceux qui étaient là, merci à vous. N'hésitez pas à nous suivre, à activer la cloche pour avoir les notifications quand on part en live. Et puis, comme d'habitude, cette émission elle sera disponible en replay sur notre YouTube avec des petits extraits évidemment sur nos réseaux sociaux maintenant qui nous dit toujours pas capable de mettre les bons numéros au bon endroit. Il progresse petit à petit, mais tout ne va pas de pair. Je vois, mon Pamiche, que tu as la main sur le cœur, bien évidemment, parce que c'est l'heure de l'hymne américain pour nous quitter. Bonne soirée. Ciao, ciao.